Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Léa Lejeune, journaliste économique au magazine Challenge et présidente de l'association Prenons la Une. Léa vient de publier un livre passionnant sur le féminisme washing. C'est comme le greenwashing, sauf que là, les entreprises utilisent les droits des femmes pour faire du profit. Dans son livre, elle détaille l'hypocrisie de certaines marques de mode prêtes à tout et à tous les mensonges pour vendre leurs vêtements fabriqués aux dépens de nombreuses femmes. Ces marques sont en fait très très loin d'être féministes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Léa analyse notre société et ses biais sous sa plume de journaliste économique. Avec Léa, nous avons parlé de Dior, de Frida Kahlo et des publicités sexistes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Léa. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour cette première question, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi le féminisme washing ? Le féminisme washing, c'est un concept que je théorise de manière précise pour la première fois. C'est quand les entreprises utilisent des techniques de marketing et de communication pour faire croire qu'elles sont féministes, pour mieux vendre leurs produits, alors qu'en fait, elles se sont pas du tout remises en question et elles ne sont pas réellement féministes. Et c'est une pratique que j'ai vue émerger ces 4 ou 5 dernières années. Pourquoi ? Parce que le féminisme, qui était plutôt minoritaire, est devenu majoritaire dans la population française. Selon un sondage Harris Interactive, aujourd'hui, 58% des Français se disent féministes, hommes ou femmes confondus, et c'est même 77% des 18-24 ans. Donc des très jeunes femmes se disent quasiment toutes féministes. Et ça, pour les marques, notamment les marques de mode que tu connais bien, c'est une opportunité. Ouais. Donc c'est pour ça que les entreprises ont finalement récupéré le féminisme, parce que c'est un sujet de société qui est devenu hyper d'actualité et qui fait vendre. Voilà, et elles ont fait exactement comme elles avaient fait sur le green, sur l'écologie auparavant avec le greenwashing. Et elles continuent de le faire, elles mélangent les deux maintenant. Formidable. Donc évidemment, aujourd'hui, on va s'intéresser à la mode, qui m'intéresse, mais qui est aussi championne du féminisme washing. Dans ton livre, tu commences et tu prends l'exemple du t-shirt We Should All Be Feminist, fabriqué par Dior. Et ce t-shirt peut-il vraiment être féministe ? C'est-à-dire, est-ce qu'un produit qui contribue à enrichir une entreprise peut vraiment être féministe ? Oui, alors ce t-shirt, il pose problème, parce que la phrase qui est inscrite dessus est vraiment féministe. C'est de l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie. Nous devrions toutes être féministes, donc le message est très intéressant. Simplement, le t-shirt qui est produit par Dior, il coûte 620 €. On est sur une marque de luxe, donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie du prix qui part dans le marketing, évidemment. C'est pas forcément fabriqué en France, ça peut être fabriqué à l'étranger par des femmes moins bien payées que les Françaises, par exemple. Et puis, il y a un mécanisme de récupération. Et puis moi, ce que je critique de base, c'est que comment on peut se dire qu'il faut absolument être toute féministe sur un t-shirt qui coûte 620 €, alors que 620 € pour toi, moi, pour les 3/4 des femmes, ce n'est absolument pas abordable. Donc oui, pour moi, il y a une contradiction de base dans ce t-shirt-là. Ouais. Et est-ce que finalement, ça revient pas à se demander si capitalisme et féminisme sont compatibles ? Alors, ça, c'est une part de la question. Donc déjà, je vais commencer par me situer. Donc moi, je suis journaliste économique, j'écris sur l'économie depuis longtemps. Je suis pas anticapitaliste au sens strict. Je suis très critique vis-à-vis du capitalisme. Et je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui disent que capitalisme et féminisme ne sont pas compatibles, notamment par l'idée que le capitalisme s'est construit sur le fait que les femmes étaient à la maison pour s'occuper du foyer et qu'elles faisaient un travail non rémunéré, pendant que les hommes pouvaient aller travailler, notamment à l'usine, mais travailler pour les entreprises et le grand capital, et que, en fait, tout ça s'est fait sur l'écrasement du travail des unes qui est non valorisé. Donc ça, c'est une vraie question.
Et puis la marchandisation des causes, la marchandisation du monde et de la consommation que fait le capitalisme est problématique aussi. Mais en soi, moi, je pense qu'il y a des interstices qui peuvent être trouvés pour être féministe dans un milieu capitaliste, puisque j'ai pas de solution alternative à proposer pour l'instant. Par contre, je pense que le féminisme est vraiment incompatible avec le libéralisme, le néolibéralisme. Donc, c'est avec l'idée qu'il faut déréglementer le marché du travail pour que les entreprises puissent faire exactement ce qu'elles veulent, payer les gens comme elles veulent, licencier les gens quand elles veulent. Et alors ça, clairement, d'un point de vue féministe, on sait que c'est pas une bonne idée, parce qu'on a vraiment envie que l'égalité des salaires existe. On a vraiment envie que les femmes qui tombent enceintes soient protégées et conservent leur travail. Donc clairement, pour moi, le féminisme et le libéralisme, néolibéralisme, sont complètement incompatibles. Ok, non, c'est hyper intéressant. Et je me disais aussi, tu vois, en préparant mes questions, je me disais, mais en même temps, plus les messages féministes seront visibles dans l'espace public via des t-shirts, alors c'est pas forcément le meilleur moyen, mais je me dis, plus ces messages seront entendus, écoutés, et puis ça permettra de normaliser cette pensée, non ? Alors oui, c'est ça. Effectivement, je prends pas une position drastique dans le livre, je dis vraiment les deux choses. Donc, la récupération, pour moi, c'est une mauvaise chose. Mais la circulation des messages féministes via ce féminisme washing, et notamment ce fameux t-shirt Dior, qui en fait a été repris sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui a fait le tour du monde, ça participe à normaliser le féminisme. Et on en a effectivement besoin. Et donc, on se rend bien compte que dans l'image, par exemple, des jeunes filles qui voient ces t-shirts, ou moi je cite aussi l'exemple des objets à l'effigie de Frida Kahlo, donc une image de femme positive, qui a gagné sa vie seule, qui était assez émancipée, qui créait beaucoup avec son art. Voilà, toutes ces images-là, en fait, c'est positif pour la circulation des valeurs. Donc, en fait, pour moi, le verre, il n'est pas ni à moitié plein, ni à moitié vide. Il est les deux, en fonction de par où on le regarde. Ouais, il faut juste apprendre à se méfier et pas apprendre pour argent comptant tout ce que nous disent les entreprises et aller gratter un peu le vernis finalement de ce t-shirt et voir ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, c'est tout le principe de ce livre et notamment de la première partie sur les consommatrices. C'est de dire, voilà, dans les produits que vous achetez, les publicités que vous trouvez touchantes, dans ce que vous regardez qui vous fait rêver, réfléchissons 2 minutes. Est-ce que tout ça est réel ? Allons vérifier sur Internet. Regardons les articles de journalistes, allons gratter derrière le vernis. Et c'est vrai que donc ce message, ces t-shirts féministes, donc il y a eu Dior évidemment, mais ça a été repris aussi dans des marques plus démocratiques comme tu cites l'exemple d'H&M, Pink, Mango avec Woman Power qui est vendu moins de 20 €, Stradivarius avec Proud to be a Woman pour 8 €. Donc évidemment, moi quand je vois ces prix, je me dis c'est évident que ces marques qui diffusent des messages féministes doivent fabriquer des t-shirts en exploitant d'autres femmes à l'autre bout de la planète. Et là, on est quand même dans une hypocrisie la plus totale. Oui, tout à fait. Alors, le bon côté, c'est que du coup, elles ont rendu ces messages accessibles au grand public par un prix qui est bas. Mais effectivement, quand on fabrique un t-shirt à 20 €, on se rend bien compte que le t-shirt est fabriqué en général dans des pays défavorisés, notamment le Bangladesh, et qu'ensuite il a traversé, il a traversé la mer, le tour de la terre. C'est ça. Donc en fait, il a une empreinte écologique et une empreinte humaine qui est très mauvaise. Et vraiment, c'est un des trucs dont je parle dans le bouquin qui est important pour moi, même si c'est pas directement lié au sujet. C'est le fait que l'industrie de la mode n'a pas revisité son modèle après l'effondrement du Rana Plaza. Tu sais, c'était l'immeuble qui s'était effondré au Bangladesh avec 4000 ouvrières dedans parce que l'immeuble était vétuste, il n'était pas du tout adapté à de la couture par autant de personnes en même temps. Les filles avaient fait grève, elles n'avaient pas été entendues, on les avait forcées à continuer à travailler pour des sommes absolument modestes, catastrophiques. Et donc depuis, on a mis en place en France une loi pour le devoir de vigilance des multinationales en 2017, dont l'idée c'est qu'elles doivent vérifier que les personnes qui fabriquent leurs produits, même les sous-traitants, traitent bien les travailleurs et notamment dans le textile les travailleuses. Et bon, force est de constater que vraiment il n'y a pas de progrès très net là-dessus, peut-être un peu plus de traçage, mais pas un changement de paradigme, non. Ouais, c'est là où c'est ça aussi qui est assez
perturbant. Puis quand on est consommatrice, qu'on n'a pas forcément, qu'on s'est pas posé toutes ces questions, qu'on n'a pas eu accès à l'information et qu'on voit ces t-shirts féministes, la marque nous renvoie une image hyper positive d'elle, alors qu'en fait derrière c'est catastrophique, quoi. C'est là où les marques sont très bonnes dans l'utilisation de la publicité, de la communication, quoi. Et ça encore, c'est quand elles arrivent à faire les bons messages, parce que sinon elles font des messages sur, je crois que c'était La Redoute qui avait fait des t-shirts avec marqué Pipelette. Pour les femmes, donc là ça voulait dire que même niveau message c'était un peu loupé, quoi. Ouais, c'était un peu très vieux monde, quoi. Dans ton livre il y a énormément de choses sur la mode, je vais me concentrer évidemment sur ce sujet-là. Il y a aussi, donc là on parle des t-shirts à message, mais il y a aussi toute la question des tailles, de l'inclusivité. Ça aussi, c'est du féminisme washing, parce que quand une marque s'annonce féministe sur un t-shirt, mais qu'elle s'arrête aux 40, il y a un vrai sujet, quoi. Oui, alors ça c'est absolument un problème fondamental. Les tailles sont pensées pour des femmes très minces, très grandes, pas du tout à l'image de la société. Là, j'apprends rien à nos auditrices. Moi, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi c'est fait. Des fois, je me demande si c'est pas en partie pour ce qu'ils appellent le rêve, rêver sur des silhouettes particulières. Faut savoir aussi qu'il y a encore beaucoup de designers qui disent non mais finalement c'est mieux la femme porte-manteau, qu'il n'y a pas beaucoup de courbes qui vont déformer le vêtement. Et puis, des fois, je me demande s'ils font pas ça pour des économies de tissu, parce que finalement, préparer des tailles toutes petites, calculées pour des mannequins très maigrichons, en fait, ça coûte pas grand-chose en tissu. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est quand on se dit, la femme française, donc la femme française, elle fait 1m65 et 63 kilos en moyenne. Les mannequins font 1m80 et 57 kilos, donc on voit bien qu'il y a une différence de fou. Et la femme française, elle fait une taille 40 en moyenne. Et donc, quand on a des marques qui s'arrêtent à la taille 40 ou qui disent qu'un modèle est rond à partir du 40 ou du 42, ronde ou grosse carrément, je l'ai déjà vu sur des publicités, à partir du 42, en fait, il y a un problème de curseur, quoi. On se plante complètement. Et donc, moi, je pense carrément que la taille moyenne et la taille mannequin, en fait, ça devrait être la taille où se représentent les femmes. Et donc, pour moi, ça devrait être du 40, en fait. Ce qui correspond... Ouais, on est d'accord. Ouais. Bon, on n'y est pas encore. Les femmes. Notamment chez les marques de luxe, quoi. Ou en tout cas, tous ces défilés sur les podiums, on voit très bien qu'il n'y a pas vraiment de changement. Alors, il y a la caution, la personne racisée, la caution, la personne avec plus de forme. Mais en vrai, on a l'impression que c'est de la caricature. Enfin, quand on regarde un défilé, c'est quand même dramatique encore aujourd'hui, quoi. Oui, alors les marques de luxe, ce sont les pires, parce qu'en fait, les marques de luxe sont vraiment là pour vendre du rêve, donc pas pour vendre du vêtement de tous les jours, mais pour vendre du parfum, qui est un achat qu'on fait peu, pour vendre des robes que l'on va porter à des occasions spéciales, etc. Et vraiment toute l'esthétique, et je pense que tu te souviens aussi de l'esthétique porno chic des années 90, toute cette esthétique-là, elle continue et elle est prégnante et elle n'est pas prête de changer. C'est la chercheuse Sylvie Boreau qui travaille là-dessus, dont je parle plusieurs fois dans mon bouquin. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, donc, ce sont des femmes qui sont censées faire rêver, qui sont censées correspondre à tous les critères de beauté. Donc, elles sont très minces, elles ont évidemment les cheveux longs, elles sont maquillées et elles regardent le spectateur un peu en coin, comme si elles essayaient de le séduire. Même dans la manière dont les photos sont prises, si on compare par exemple avec les photos de Dove où les nanas elles se regardent entre elles sur la photo, elles se tiennent par le bras, il y a une forme de complicité. Là, dans les marques de luxe, c'est la séduction, quoi. C'est vraiment ça qui reste. Et encore dans l'idée même de la consommatrice, la marque de luxe, elle doit lui envoyer quand je suis à mon top, quand je suis la best version of moi-même, quoi. Donc ce truc-là, je pense que c'est pas prêt de changer. Pour les marques de luxe, ce sera les dernières à bouger. Ouais. Mais c'est ce que tu dis, tu vois, je vais rebondir sur ça parce que j'avais prévu une question sur, tu écris que le risque de représenter de vraies femmes n'est pas le même dans toutes les industries et que le luxe vend du rêve, c'est ce que tu disais. Mais je me demande, cet argument, il est vraiment encore entendable aujourd'hui parce qu'on disait la même chose de l'écologie où le luxe n'arrivait pas à parler d'écologie, de toutes les problématiques, de durabilité et tout parce que c'était pas sexy, ça faisait pas vendre. Mais ils sont obligés de changer puisque c'est une demande des consommateurs et des consommatrices aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont pas être obligés sur la représentation des femmes de changer vite pour coller à la réalité ? Alors, les marques de luxe s'y essayent et vraiment le terme est important. Elles s'y essayent. Elles font des tentatives, elles mettent des mannequins différentes. Si je prends l'exemple de la marque Calvin Klein, elle avait fait une affiche que moi j'avais trouvée géniale et les militantes féministes aussi. C'était
comment s'appelait la mannequin? Jerry Jones. Jerry Jones, voilà, Ouais. c'est ça. Mannequin noir, trans, grosse, assumée, vraiment assumée par rapport à son corps, ses formes, etc. Mais il faut remarquer 2 choses. Dans l'affiche, elle avait effectivement la posture que je décris. Donc, elle avait ce regard un peu lubrique, cette posture un peu lascive. Donc, on n'avait pas complètement changé les codes. Elle avait évidemment des énormes créoles, elle avait des bijoux. Enfin, elle était vraiment dans un truc du code du luxe. Et derrière, ce que j'avais trouvé fou, c'est que 6 mois plus tard, Calvin Klein avait refait une publicité. Et la publicité mettait une mannequin blonde, très, très maigre, avec exactement la même posture, la même habitude. Et donc, en fait, il n'y a pas de changement. Là, il y a une tentative, on fait parler, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est bon pour notre image, ça montre qu'on a compris l'air du temps, et en même temps, on ne change pas complètement la façon de faire. S'ils avaient changé, ils auraient continué comme ça. Ouais, c'est clairement du féminisme washing, quoi. C'est Pour moi, l'illustration oui, bien parfaite sûr. de ce que tu écris dans ton livre. Il y a un autre exemple aussi qui m'a beaucoup intéressée et marquée dans ton livre, et sur lequel je m'étais jamais vraiment penchée. C'est les pantalons féminins sans poche. Alors ça, on nous l'a dit déjà, hein, donc on peut pas stocker notre smartphone ou notre porte-monnaie comme pour les pantalons des hommes. Mais tu dis que du coup, ça nous force à avoir besoin d'un sac à main. Et ça, c'est fou quand même. Enfin... Alors ça, c'est le pari que moi je fais, parce que je l'ai pas lu. Donc la première partie dont tu parles, c'était la journaliste Marie Kirchen qui avait travaillé pour BuzzFeed sur les pantalons sans poche et qui avait fait vraiment l'exercice d'aller dans des magasins et de comparer. Sur la mode, je trouve très intéressant aussi le fait de se dire que Coco Chanel, qui avait essayé de penser les vêtements pour le quotidien des femmes, même si on était dans du luxe, elle avait mis dans ses tailleurs et dans ses vestes des grandes poches pour que les femmes puissent mettre leur porte-monnaie, pour qu'elles puissent mettre leur rouge à lèvres. Donc on était dans une dynamique de pratique. Donc je veux dire, il y a des moments dans l'histoire de la mode où ça a été pensé, les femmes aussi ont besoin de poches. Et aujourd'hui, toi et moi, toi, t'es en pantalon, donc et puis en plus, t'as des grandes poches. Ouais, oui, il est très bien ce pantalon. Ce pantalon, mais c'est le seul. Enfin, je veux dire, dans mes autres pantalons, clairement, je peux pas mettre mon porte-monnaie dedans, quoi. Moi, je suis en robe aujourd'hui, donc évidemment, dans une robe, il n'y a pas de poche. Quand on porte des jeans de femmes, en général, il n'y a pas de poche. Et en fait, tout ça, ça nous force à mettre nos affaires quelque part dans un sac à main. Et donc à dépenser pour les marques de luxe 3 000 ou 4 000 euros, pour les petits sacs à main en cuir classique dans les 80 euros. Mais en gros, ça nous force à acheter un objet supplémentaire. Puis on sait que voilà, le sac à main, ça peut gêner la liberté de mouvement, ça change ta manière d'être. En même temps, c'est très joli. Hein, je suis une femme comme les autres. Mais voilà, c'est tout un truc où en fait, dans la consommation et dans le fait de se looker, le fait qu'il n'y ait pas de poche dans nos pantalons, ça change beaucoup de choses. En fait. Ouais, c'est vrai que dans notre quotidien, quoi, mais c'est fou de se poser toutes ces questions. Enfin, les biais sont tellement installés que on se pose même plus finalement, on s'interroge même plus sur pourquoi on a besoin d'un sac à main et pourquoi les hommes non. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue. Mais pour vendre. Ouais, c'est vrai, pour vendre. Je vais reprendre aussi une citation de l'élue américaine Alexandria Ocasio-Cortez que tu cites dans ton livre. Elle dit « Il y a cette idée fausse que si tu t'intéresses au maquillage, à la beauté et à la mode, c'est d'une certaine façon frivole et pourtant ce sont des décisions substantielles que l'on prend tous les matins. » Et ça, je trouve que c'est assez fou qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et je me demandais comment toi, tu pouvais l'expliquer, que la mode soit encore considérée comme un sujet léger, alors qu'en fait, c'est très politique, c'est très sociétal, c'est féministe. Tu le prouves à travers ton livre. Comment on l'explique, quoi ? Alors, déjà, je vais être honnête avec les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. J'ai pu avoir eu tendance à avancer comme ça. Moi aussi... Donc voilà, je suis journaliste économique avec un cursus Sciences Po classique, avec un peu une vision à la base qu'il y a des sujets qui sont sérieux et d'autres qui les sont moins. Et d'ailleurs, j'ai une de mes meilleures amies qui est blogueuse mode et personnelle shoppeuse. Et vraiment, quand on me l'a présentée au début, je me disais peut-être cette personne est superficielle. Donc vraiment, les préjugés, je les avais follement. Et pour ce livre, j'ai dû en fait m'intéresser, me pencher à l'histoire de la mode, comprendre ce qui se passait vraiment derrière. Et en fait, je trouve ça passionnant, complètement fou. Donc en fait, il y a tout un travail à faire sur les stéréotypes, comme celui que j'ai dû faire, qu'on doit tous faire sur les sujets comme la mode, et ce que tu fais très bien avec ton podcast. Mais parfois, je me demande en fait si c'est pas parce que c'est un sujet perçu comme féminin que du coup, par conséquent, c'est perçu comme un sujet futile.
Et en même temps, il y a dans la mode, comme dans la cuisine, ce truc où en fait, majoritairement, les stylistes sont des hommes, les grands stylistes sont des hommes. On fait des films sur Yves Saint Laurent, là en ce moment, qui est diffusé sur Netflix, où on raconte toute leur histoire. Donc je trouve ça, oui, effectivement, dommageable que les sujets considérés comme féminins soient considérés comme moins sérieux. Et sur le maquillage aussi, c'est un sujet de consommation responsable. Alexandria Ocasio-Cortez, dans la vidéo que je cite, qui est une vidéo pour le Vogue US, où elle raconte sa routine make-up, alors qui est un peu impressionnante parce que elle met beaucoup de produits sur son visage et en tant que Française, on n'est pas habitué à ça. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est très américain du coup. Ah ouais, tout à fait. Mais par exemple, elle a vraiment pensé, parce que toutes les marques qu'elle utilise et qu'elle cite dans la vidéo sont des marques qui sont tenues par des femmes, voire par des femmes racisées. Donc, elle a vraiment pensé son truc en termes de consumérisme responsable, de consumérisme féminisme intersectionnel, quoi. Donc oui, c'est des sujets sérieux. Ouais, bah oui, complètement. Est-ce que les magazines féminins ont aussi leur part de responsabilité là-dedans? Je dis ça parce que pour avoir essayé de comparer et de comprendre aussi d'où ça venait, je me suis rendu compte que aux États-Unis, en Angleterre, plutôt dans la presse anglo-saxonne, les sujets mode ou beauté ou voilà étaient incorporés dans la presse traditionnelle, étaient traités sous des angles politiques, sociétaux. Et en France, on a un peu cette image du magazine féminin qui va nous vendre en fait des produits. Alors je sais pas si ça peut être lié aussi ou si toi tu t'es posé la question. Je pense que c'est lié. Et d'ailleurs, ça m'avait intéressé parce que les premières années où le magazine féministe Cosette s'était lancé, il faisait des sujets sur la mode et c'était que des sujets historiques et politiques sur la mode. Mais oui, le magazine féminin, en général, est pas très sérieux. Oui, à cause des annonceurs et tout. Bon, c'est d'autres problématiques. Pas rentrer dans tout ce débat-là, mais c'est intéressant de voir les différences aussi de traitement d'informations. Donc, là, on a parlé de beaucoup de sujets sur les problématiques et les problèmes que les marques rencontrent, ou en tout cas, voilà, les faux messages féministes, on va appeler ça comme ça, le féminisme washing. Concrètement, qu'est-ce qui retient les marques d'évoluer sur ces sujets? On a évoqué quelques pistes, le luxe qui doit vendre du rêve, ce genre de choses, mais concrètement, qu'est-ce qui les empêche de coller à la réalité de la société aujourd'hui? Alors déjà, la prise de risque. C'est-à-dire qu'une industrie qui s'est constituée pendant des dizaines et des dizaines d'années sur une manière de vendre, qui a trouvé son public. Tu vois, par exemple, le principe d'avoir 2 collections par an, qu'on soit toujours dans le renouvellement des vêtements, etc. Créer le besoin, etc. Tout ça qui est pas du tout écologique, hein, par exemple. En fait, c'est un rythme qui est pris. C'est une manière dont les marques savent que c'est rentable et savent que ça marche. Les revendications féministes ou écologistes, elles sont pas sûres que ça marche. Sur un one-shot, le fait de faire une collection féministe, ou par exemple, j'en parle dans mon bouquin, les collections pinkwashing, c'est-à-dire récupération de la cause LGBT au moment de la marche des fiertés, elles savent que sur un one-shot, les vêtements avec des arcs-en-ciel partout, ça va marcher. Mais changer complètement, elles ne savent pas. Et puis, sur la question de la production, là, clairement, ça demanderait de revoir toute la chaîne de production. Où on fabrique, est-ce qu'on fait par qui, quel salaire, est-ce qu'on fait voyager les vêtements ou pas. Et finalement, ce dont je me rends compte, c'est que les seuls qui arrivent à couper à ça, ce sont les jeunes marques françaises ou européennes qui font fabriquer en France, en Espagne ou au Portugal. Voilà, j'ai des usines avec des ouvrières et ouvriers correctement payés, avec peu de voyages, avec... Voilà, finalement, repartir à zéro, c'est plus facile parfois que de revoir toute la chaîne de production et toute l'histoire. Ouais, complètement. Et il y a aussi, tu vois, je me disais, peut-être que on est sur, enfin, tu le dis d'ailleurs dans ton livre, hein, le féminisme washing, c'est aussi parce que en interne, dans ces entreprises, elles sont pas du tout féministes dans leur direction, dans leur façon de traiter leurs employés. Donc finalement, si on avait un peu plus de féminisme en interne, peut-être que ça se traduirait de façon pérenne à l'extérieur dans leur communication et ce genre de choses. Oui, voilà. Alors ça, c'est vraiment pour moi la contradiction du féminisme washing en interne dans les entreprises. C'est effectivement toutes ces entreprises qui vont afficher des messages féministes, donc soit sur les vêtements, soit parfois sur leur communiqué de presse, sur leurs réseaux sociaux, et qui n'ont pas pensé à la manière de traiter les femmes en interne, c'est-à-dire l'égalité salariale, la lutte contre le harcèlement au travail ou le harcèlement sexuel au travail, par exemple des mécanismes d'écoute des victimes, d'enquête réelle et de sanctions des personnes qui perpétuent ces situations de harcèlement.
le fait de favoriser des femmes de promouvoir des femmes à des postes de direction, même dans les entreprises de mode ou de textile, qui sont quand même à grosse majorité féminine dans toute leur composition salariale, on se rend compte que il y a encore beaucoup d'hommes à la direction du stylisme, beaucoup d'hommes au conseil d'administration, dans tous les postes importants, commerce international, prise de décision, et on va continuer à mettre les femmes au RH, au marketing, à la com, même dans une industrie où il y a quasiment que des femmes. Donc là, il y a des gros problèmes, et il faut corriger ça. Et pour moi, c'est un des messages de ce bouquin, il faut que les entreprises se mettent en accord avec les valeurs qu'elles véhiculent. Ouais, mais c'est ce que tu le dis d'ailleurs. Tu dis, par exemple, dans les écoles de mode, il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes, alors qu'à la tête des directions, à la tête des entreprises dans le stylisme et tout, finalement, c'est beaucoup d'hommes, quoi. Elles sont minoritaires dans les. Puis tu l'as dit aussi, les films sur les stylistes masculins. Enfin voilà, finalement, il y a peu de femmes, un peu stylistes, modèles, stylistes et tout, et donc tout ça, c'est un vrai problème, quoi. Oui, et puis du coup, ça fait que dans la partie créative ou intellectuelle, on va mettre plus des hommes, et dans la partie mannequinat, et donc la partie où en gros on demande aux femmes de pas trop parler, on va mettre des femmes. Donc on perpétue la distinction des genres au sein de cette économie qui vit sur le dos des femmes, pourtant. Ouais, complètement. Et il y a une question aussi, tu vois, qui a émergé quand j'ai lu ton bouquin, et je crois que tu la poses aussi directement ou à quelqu'un dans le livre. On se demande si on a raison de critiquer les entreprises et les entrepreneuses qui tentent de changer les choses, mais qui s'y prennent un peu mal. Tu vois, est-ce qu'on a raison de critiquer même Calvin Klein qui essaie de changer alors qu'il se replante, voilà. Est-ce que c'est bénéfique de les critiquer, ou est-ce qu'il faudrait les encourager un peu plus? C'est toujours la difficulté, moi, je trouve. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis journaliste. Je trouve que c'est important, l'enquête, c'est ce que j'essaye de faire, parce que les exemples sont très étayés. C'est pas que du discours. En tant que journaliste, je pense que c'est important de tout pouvoir critiquer. Après, il y a deux questions. Est-ce que je critique des gens qui essayent de faire bien de manière sincère, ou est-ce que je critique pour le plaisir, quoi. Pour moi, Calvin Klein, ils sont pas du tout dans une démarche de repenser la manière dont ils traitent les femmes. Voilà, Calvin Klein, Dior encore peu aussi. Voilà, on peut citer plein d'exemples de marques qui n'ont pas fait ce qu'il faut. Par contre, effectivement, parfois, je suis assez critique envers des marques qui ont essayé de repenser la manière dont elles produisent les choses, dont elles traitent les femmes, parce que je suis dans une dynamique un peu perfectionniste. C'est le cas, par exemple, avec L'Oréal, dans les cosmétiques. Et puis, on le voit, les féministes sur les réseaux sociaux, ça critique à tout va, et ça fait partie du militantisme, donc ça fait partie de la démarche. Et du coup, par moments, ça correspond à ce que j'appelle le paradoxe de Tocqueville, c'est-à-dire que pour des entreprises qui ont vraiment une volonté féministe de s'améliorer, de changer les ressources humaines, etc., en fait, on les critique parce qu'on s'attend d'elles qu'elles soient vraiment parfaites et qu'elles collent complètement à 100%. Or, c'est un truc work in progress, quoi. C'est un truc dans lequel on apprend en faisant, c'est un truc dans lequel on... Faire une entreprise féministe aujourd'hui, c'est un truc sur lequel on se plante, on se cherche, on ne sait pas. Donc là-dessus, il faut être quand même un peu clémente sur l'idée que, voilà, quand on essaye et quand on met vraiment des choses en place techniquement, et que c'est pas que de la com, c'est quand même une bonne chose. Ouais. Et comment on sait que c'est pas que de la com? Justement, c'est quand il y a des mesures concrètes. C'est-à-dire une entreprise qui va ouvrir une crèche d'entreprise pour aider ses salariés à s'organiser dans leur quotidien, qui va mettre en place des panels pour recevoir des femmes à chaque fois que des postes importants s'ouvrent, pour pouvoir les promouvoir, qui va faire attention, par exemple, à aménager les horaires de travail des femmes de ménage pour pas venir les faire travailler très tôt le matin ou très tard le soir, parce que c'est aussi important de parler des postes qui sont moins valorisés socialement, mais qui sont très importants aussi économiquement. Voilà, une entreprise qui va mettre en place des démarches concrètes ou qui va repenser ses moyens de production en essayant de faire fabriquer par des femmes bien payées dans des pays bien payés. Là, on peut se dire, bon, ok, elles sont plantées, elles ont encore des progrès à faire, mais ce qui est important, c'est le chemin
la volonté. Ouais, en fait, finalement, c'est qu'elles donnent des exemples précis de ce qu'elles font, un peu comme dans l'écologie. Pour déterminer si c'est du féminisme washing ou du greenwashing, il faut de l'exemple concret et précis, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Dans ton livre, tu écris que selon toi, l'égalité dans la société passera forcément par une meilleure représentation des femmes et des minorités dans la publicité. Pourquoi, selon toi ? Alors déjà, il y a plein d'études qui le disent. Alors, je sais plus si c'est une étude de l'UNESCO ou une étude de l'ONU Femmes, mais qui effectivement dit que la publicité, étant donné qu'on y est énormément exposé, alors notre génération est beaucoup moins exposée à la publicité télé, mais beaucoup à la publicité sur les réseaux sociaux, notamment. Étant donné qu'on y est énormément exposé, en fait, tout ça, c'est des choses qui s'inscrivent dans notre inconscient. Quand on voit passer des corps de femmes qui se ressemblent, qui sont tout le temps les mêmes, quand on voit jamais de personnes noires, jamais de personnes transgenres, jamais de personnes grosses ou très très peu, quand on voit par exemple dans la presse magazine des contradictions entre des articles où on te dit qu'il faut perdre du poids et faire des régimes, avec des femmes qui sont déjà hyper minces sur la photo, et puis derrière des mannequins maigrichonnes, et puis voilà, quand on te met une espèce de mélange d'images publicitaires, réelles, etc., ben en fait l'inconscient il est un peu perdu dans tout ça. Et donc pour moi c'est aussi important que dans les images et représentations de la presse, dans les manuels scolaires, et dans les publicités, il faut proposer de la diversité, il faut normaliser tous les corps et tous les physiques. Et là aussi où le chemin va être pas évident, pour en avoir discuté avec des personnes qui vont faire des castings, j'ai parlé avec une directrice de casting notamment qui est très spécialiste sur les questions d'inclusion et de diversité, on tombe souvent parfois dans la caricature. Alors, il nous faut un mannequin machin, et c'est là aussi où il faut que ça soit accompagné par un changement de management, quoi, pour que ce soit cohérent. Je pense qu'il faut que la publicité soit accompagnée aussi par un changement en interne des entreprises pour éviter de tomber dans la caricature de sur la pub il faut montrer une personne noire, une personne enfin tu vois. Oui, quand c'est pas le bingo où en fait il faut que la même personne représente toutes les minorités en cochant toutes les cases, parce que ça existe aussi. Hein. C'est vrai, ouais, dans les castings, ils voient de plus en plus passer des demandes un peu comme ça, quoi. Un peu très caricatural. C'est intéressant parce que le mannequinat et le métier d'acteur et d'actrice, c'est les seuls métiers en France où tu as le droit de discriminer en rapport avec le physique. Normalement, en France, tu peux pas dire cette personne est grosse, je n'en veux pas pour devenir, par exemple, l'hôtesse d'accueil ou la cadre sup de mon entreprise. Par contre, dans le mannequinat, tu peux encore choisir les gens en fonction de détails physiques hyper pointus et hyper discriminants. Et c'est assez fou, Ouais. Va falloir évoluer sur tout ça quand même. Hein. Alors j'aimerais bien qu'on termine cette interview par des questions un petit peu plus personnelles, parce que c'est aussi l'objectif du podcast, qu'on apprenne à te connaître via cette interview. Déjà, une question assez simple. Hein. Comment est née ta prise de conscience féministe ? Alors, moi j'ai pris conscience de mon féminisme très tôt, quand j'avais 17 ans. Donc moi j'ai été élevée dans une famille où mes deux parents avaient un rôle plutôt traditionnel, donc une mère blonde, mince, douce, très maternelle, très bien habillée d'ailleurs aussi, maman si tu m'écoutes, et un père grand, musclé, qui faisait un métier physique, il était brocanteur donc il portait beaucoup de meubles, il était carré, très brun, avec une grosse voix. Et très grande gueule, il parlait énormément dans les repas de famille, etc. Et en fait, moi, je m'identifiais pas du tout à aucun de ces deux rôles. Donc moi, j'étais toute maigrichonne et toute petite, mais par contre, j'étais plutôt grande gueule, je prenais la parole facilement, je m'imposais dans les conversations. Voilà, et en fait, j'ai été un peu élevée avec cette idée qu'il y a plein de choses que tu peux pas trop faire en tant que fille, demander le droit de sortir, c'est compliqué. Et en fait, à 17 ans, j'ai lu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, en arrivant en fac de philosophie, avant Sciences Po. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est ça. En fait, j'ai vécu une injustice depuis le début. Je savais pas ce que c'était. En fait, c'est le féminisme. Enfin, c'est le sexisme. Et la réponse, c'est le féminisme. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2004. Donc, je suis une vieille féministe dans l'engagement. Et puis, ça a continué. Et puis, j'ai commencé à écrire en tant que journaliste dès 2010, moitié sur l'économie et moitié sur le féminisme. Donc, en fait, ça fait partie de ma construction. Ouais.
Et autant aujourd'hui, ce sont des sujets qu'on voit de plus en plus et qui commencent à quand même s'installer dans la société, autant en 2010, je pense que tu as dû galérer. Ah non, mais en 2010, on était très peu. Et puis c'est pour ça que aussi j'avais subi du cyberharcèlement en 2010. Je pense que c'était vachement lié à mes opinions féministes et à mes sujets qui faisaient réfléchir sur les rôles genrés dans les écoles maternelles, dans la sexualité, etc. dès 2010. Et puis après, je suis cofondatrice de l'association Prenons la Une, donc l'association pour l'égalité hommes-femmes dans les médias, qui joue à la fois toujours la même idée, à la fois sur les représentations, donc quelles sont les femmes qu'on montre à l'écran, comment on les montre en photo, est-ce qu'on les met en entier ou est-ce qu'on met des bouts de corps féminin avec un male gaze très fort, et comment on les traite professionnellement, leur salaire, leurs conditions de travail. Donc voilà, ça c'est à Prenons la Une, où je suis encore engagée jusqu'à janvier, puisque là j'arriverai à 7 ans d'engagement et 4 ans de présidence, et donc ce sera la fin de mon engagement en janvier prochain. C'est épuisant aussi de s'engager et de porter des valeurs à la fois dans son métier et dans son quotidien, surtout sur le féminisme, quoi. Oui, parce que tu as plein de contradictions. Moi, je me suis fait par exemple beaucoup critiquer à certains moments où on m'a dit que j'étais journaliste militante, et je le suis pas du tout. Pour moi, je suis journaliste engagée. Et c'est pas, par exemple, à l'époque de Jean-Paul Sartre, c'était hyper valorisé d'être journaliste engagé. Aujourd'hui, on pose des questions parce que ce qui est montré, c'est la neutralité journalistique qui est censée être l'idéal. Moi, je pense que chaque journaliste est situé, qu'on a un point de vue qui correspond à notre histoire, à notre personne, à notre vécu. Et surtout, pour moi, ce qui fait que je suis une journaliste engagée, j'y tiens, c'est que en fait, je fais tout le temps du contradictoire. Dans mon livre, tu verras que sur chaque élément que j'amène, je suis pas dans l'opinion, parce que les opinions des militantes et des chercheuses sont toujours posées en contradiction et en face des avis des entreprises que j'ai toutes appelées. Toutes les entreprises qui sont citées dans ce livre sont appelées. Certaines ont décidé de pas répondre, mais la plupart ont répondu et elles peuvent se défendre. Et pour moi, c'est ça une vraie démarche journalistique. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je suis pas du tout dans le militantisme, mais par contre, je suis complètement dans le journalisme engagé. Moi, je partage à 100% ton point de vue sur ça. Je pense de toute façon, en tant que journaliste, on est une personne, on a forcément des avis, on a forcément des valeurs qui fait qu'on sera engagé pour certains sujets ou pas. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi. Une question plus mode, évidemment, puisque c'est le sujet qui m'intéresse. Quelle relation tu entretiens, toi, avec la mode, avec les vêtements ? Alors... j'ai une relation un petit peu complexe et lente. Alors déjà, pendant mes études, j'ai eu un moment où je m'habillais presque en uniforme. Je portais tout le temps un jean avec une chemise dont le col dépassait, avec un pull en col en V. Donc tu vois, comme ça, on fait pas d'erreur, mais en même temps pas trop d'originalité. Puis j'avais pas trop de sous, donc aussi ça m'arrangeait. Moi, je dirais que j'ai plutôt un look classique, un tout petit peu twisté par un truc rigolo de temps en temps. Là, par exemple, je suis en petite robe d'été et j'ai une veste noire, mais c'est une veste de Couples avec des paillettes noires qui brillent un peu sur le côté. Mais effectivement, plutôt classique. Et du coup, j'essaye d'être un peu cohérente avec mes valeurs. Donc, j'essaye de pas trop consommer, de pas être dans les modes, d'être sûre d'acheter des pièces que je vais reporter d'une année après l'autre. Et j'aimerais bien acheter un petit peu plus de pièces de luxe, mais vintage. Ça, c'est vraiment mon goal fashion de ces prochaines années. Puis, je suis vachement influencée dans mes questionnements sur la mode donc par mon amie Aloïse Guinut, dont je parlais tout à l'heure, qui tient le blog Dress Like a Parisian et qui a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Why French Women Wear Vintage. Donc, pourquoi les femmes françaises portent du vintage, et qui est vraiment dans une démarche pour critiquer la mode de consommation et en même temps continuer à s'habiller bien, à se faire plaisir, à réfléchir aux pièces. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je passe beaucoup plus de temps dans les boutiques de seconde main et
j'ai souvent un peu la flemme de fouiller. Ça demande un exercice, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas forcément évident d'avoir. Et je trouve que le vêtement, c'est ce qui est le plus compliqué, d'arriver à allier ses valeurs, enfin d'être complètement aligné à 100% avec sa consommation, parce qu'il faut du temps, il faut aller fouiller ce que tu disais, il faut aussi aller gratter le vernis de certaines marques. Donc ça c'est une démarche. J'ai une de mes invitées qui disait être consommateur un peu engagé, c'est un boulot à plein temps, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Oui, il y a un peu cette dimension-là. Ouais. Mais par contre, moi, par exemple, je suis très opposée à Vinted en tant que consommatrice. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout parce que je vois, en fait, les filles qui commencent à l'utiliser se disent « Ah, c'est super, c'est plus écolo, machin », sauf qu'elles re-rentrent dans un système de consommation où elles achètent beaucoup de trucs, qu'à chaque fois, faut faire voyager de nouveau les vêtements. Que du coup, elles se lassent beaucoup plus. Et en fait, je pense effectivement qu'il faut baisser nos habitudes de consommation aussi. Il faut quand même consommer moins. Ça fait partie de la chose. Ouais. Je suis d'accord sur Vinted. Moi, je suis pas du tout non plus une adepte parce que finalement, les personnes vont continuer à acheter du neuf en se disant c'est pas grave si je le mets pas, je vais pouvoir le revendre sur la plateforme. Oui. Et puis tous ces allers-retours de colis, évidemment que c'est l'empreinte écologique qui est quand même assez colossale, je pense. Ah oui, et souvent quand j'achète un vêtement en ligne, je le réserve dans le panier pendant plusieurs jours. Oui. Comme ça, je réfléchis, je vérifie si je suis toujours d'accord avec moi-même et après, je l'achète. Ça, c'est une super technique que je conseille quand les gens me demandent « Mais comment je fais, moi, pour moins consommer ?» Moi, c'est toujours ce que je dis. Je dis franchement, il y a quelque chose qui te plaît. Avant de l'acheter, mets-le dans ton panier et tout. Et prends le temps, prends 1 ou 2 semaines pour voir si vraiment, ou quelques jours, t'en as encore envie. Et parfois, t'en as plus envie. Donc, c'est quand même une bonne façon de faire le tri, je trouve. Pour terminer l'interview, il y a 2 questions pour lesquelles j'aimerais que tu répondes assez spontanément. Ça évoque quoi pour toi la sororité ? Alors, moi, la sororité, ça évoque le fait de se serrer les coudes entre femmes. Pour moi, il faut faire une vraie différence entre la sororité et l'amitié. C'est-à-dire, je pense que j'ai une position de sororité avec beaucoup de féministes françaises. Donc, essayer d'être moins dans la critique, essayer de les valoriser, de les féliciter quand elles font quelque chose de bien pour elles ou pour la cause. Parce que finalement, d'une certaine manière, quand on va dans le bon sens, on s'entraide les unes les autres, même si c'est pas directement. Donc, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai appris via le militantisme. Et c'était pas du tout évident au début. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai appris en créant, en étant bénévole, en demandant l'avis des autres, en m'intéressant à leur vie et à la vie de filles qui ne sont pas forcément mes amies, mais qui vont dans le même sens que moi. Par contre, je suis pas aussi sororitaire qu'Alice Coffin. Je me permets de critiquer certaines femmes quand je pense qu'elles vont pas dans le bon sens pour le féminisme et l'égalité, malgré tout. Oui, quand elles sont pas féministes, par exemple, c'est un peu compliqué. Quand je considère qu'elles sont pas féministes, parce qu'il y en a d'autres qui vont considérer qu'elles le sont peut-être, mais ouais, quand je considère que c'est pas assez réfléchi, que ça va pas dans le bon sens, ouais. Ok. Et le deuxième mot pour lequel j'aimerais que tu répondes spontanément, c'est l'écoféminisme. Quand tu entends ce mot-là, à quoi tu penses ? Je pense à « je ne connais pas assez ». Non, je pense que c'est vraiment un des sujets sur lesquels il faut que je me forme. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu tout et son contraire dans l'écoféminisme. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une vague un peu sorcière, qui est un peu basée sur le lien avec la nature, un peu sur quelque chose de très intuitif, très essence féminine, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais pas du tout. Moi, je suis aussi quelqu'un de très rationnel, pas du tout lié à son intuition. Vraiment, quand je prends des décisions, je réfléchis toujours, je fais des listes, des tableaux, tout ça. Par contre, je vote régulièrement écolo, pas à toutes les élections, mais je vote régulièrement écolo depuis une bonne dizaine d'années. Les questions écologistes m'importent beaucoup. Et le fait de prendre en compte la nature, l'humain dans l'économie, la consommation est quelque chose de très important pour moi, même si je propose pas encore de solution contre le capitalisme. Mais pour la limitation du capitalisme en aidant, en tenant compte des femmes et de l'écologie. Donc c'est ça mon écoféminisme à moi. Très bien. Non mais c'est intéressant. De toute façon c'est une notion qui regroupe beaucoup de choses. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'écoféminisme. On peut y mettre beaucoup de choses derrière. Et donc voilà. Et alors la dernière question, un rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Oui, plein. Sur l'écriture de mon bouquin, mon modèle, ça a été la journaliste américaine Naomi Klein.
qui a écrit notamment le bouquin No Logo, qui était le premier bouquin très critique sur le marketing et la publicité aux États-Unis. Je crois que c'était dans les années 90. Elle a aussi écrit la stratégie du choc. C'est un bouquin qui est sur comment, dans une période de crise, les gouvernements imposent des lois hyper drastiques et en fait, ça passe crème parce que tout le monde a très peur. Si c'est familier avec ce qu'on vit en ce moment, c'est pas un hasard. Et qui écrit aussi beaucoup sur l'écologie, les vraies décisions politiques et économiques qu'il faudrait prendre. Et c'est une Canadienne qui travaille aux États-Unis. Donc c'est très intéressant parce que vraiment, elle va contre la façon de penser de l'écosystème dans lequel elle travaille et dans lequel elle vit. Parce que vraiment, ils sont très capitalistes et très libéraux, les Américains en général. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'elle est très intéressante. Évidemment, elle est féministe. Et c'est une journaliste d'investigation. Des journalistes d'investigation femmes, figures un peu connues, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je dirais que j'ai beaucoup de respect pour elle. Voilà. Ok, c'est un super modèle. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Eh bien, merci à toi. Elle était super et très originale. Et ça change dans le moment de promo d'un bouquin. C'est super. Merci beaucoup. Merci à Léa d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.